Peuple de France, peuple d'Afrique, citoyens du monde qui refusent qu'on leur enlève leur dignité en silence. Je vais parler clairement, je vais parler calmement, mais je vais dire des choses graves. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'agriculture française n'est pas un simple problème sanitaire, ce n'est pas une simple crise agricole, c'est un choix politique. Depuis des mois, des paysans voient leurs troupeaux détruits. Des vaches élevées pendant des années sont abattues. Des familles entières regardent disparaître leur travail, leur héritage, leur vie. On leur dit, c'est pour la santé publique, c'est pour prévenir une maladie, c'est une mesure de précaution. Mais moi je pose une question simple. Depuis quand protéger la santé consiste à ruiner ceux qui nourrissent le peuple? Soyons sérieux. Dans l'histoire moderne, la maladie a souvent servi de justification pour imposer des décisions que le peuple n'aurait jamais acceptées autrement. Aujourd'hui, on utilise la peur, on utilise l'urgence, on utilise le mot sanitaire pour faire taire toute contestation. Mais derrière les chiffres, derrière les rapports, il y a des hommes, des femmes, des paysans qu'on sacrifie sans débat réel. Ticket, on ne soigne pas un pays en détruisant ses racines. Une vache, ce n'est pas qu'un animal, c'est l'odge. Des années de travail, un investissement lourd, une transmission familiale, une sécurité alimentaire. Quand un gouvernement ordonne l'abattage massif, il ne détruit pas seulement des bêtes, il détruit des vies. Et après, on s'étonne du désespoir rural, des suicides agricoles, de la colère des campagnes. Mais qui crée cette situation? Le vrai danger n'est pas la vache. Le vrai danger n'est pas le paysan. Le vrai danger, c'est la concentration du pouvoir alimentaire. Quand les petits éleveurs disparaissent, qui restent? Les grandes structures, les circuits contrôlés, les décisions centralisées. Et quand la nourriture ne vient plus du champ voisin, mais d'un système lointain, opaque, le peuple perd sa souveraineté sans s'en rendre compte. L'histoire est claire. Chaque fois qu'un État affaiblit volontairement ses producteurs locaux, cela mène toujours au même résultat. Dépendance, inflation, contrôle. On commence par dire c'est temporaire. Puis on dit c'est nécessaire. Et un jour le peuple se rend compte qu'il ne décide plus ni de ce qu'il mange, ni de ce qu'il produit, ni de ce qu'il transmet à ses enfants. Je le dis clairement, ce discours n'est pas contre le peuple français. Au contraire, les paysans français ne sont pas des ennemis. Ils sont la colonne vertébrale de la nation. Une nation qui détruit ses paysans se détruit elle-même à petit feu. Dans la prochaine partie, je dirai pourquoi la destruction des vaches sous prétexte de maladie n'est pas seulement une erreur, mais un précédent dangereux. Je montrerai à qui profite réellement cette politique, pourquoi les petits disparaissent et les grands survivent, et comment la peur sanitaire devient un outil de domination. Peuple conscient, citoyens qui refusent d'être gouvernés par la peur, il faut maintenant dire une chose essentielle. Aucun peuple libre n'accepte volontairement sa propre ruine. Alors comment fait-on pour lui faire accepter l'inacceptable? On utilise la peur. Quand un gouvernement veut imposer une décision brutale, il ne commence jamais par le débat. Il commence par l'urgence. Il dit il faut agir vite. Il n'y a pas d'alternative. Si vous posez des questions, vous êtes irresponsable. Et le mot magique apparaît, maladie. À partir de ce moment-là, tout devient justifiable. L'abattage massif, la ruine économique, le silence imposé. Parce que la peur ferme la bouche et endort l'esprit critique. On nous dit, c'est par précaution. Mais depuis quand la précaution signifie détruire des troupeaux entiers, indemniser mal ou tardivement, laisser des familles sans avenir,
Une vraie politique sanitaire protège la santé, l'économique, la dignité humaine. Ici, on ne protège qu'une chose, le système. Regardez bien. Quand un petit paysan est touché, la sanction est immédiate. Abattage, fermeture, paporas, silence. Mais quand les grandes structures sont concernées, on parle de dérogation, on parle d'adaptation, on parle de solutions techniques. La maladie frappe tout le monde, mais la punition ne frappe que les plus faibles. Et cela, ce n'est pas de la santé publique, c'est de la sélection économique. Il faut comprendre une chose stratégique. Le paysan indépendant est difficile à contrôler. Il produit localement, vend localement, pense librement. Alors on ne l'attaque pas frontalement. On l'épuise, on le décourage, on le pousse à abandonner. L'abattage massif n'est pas qu'un acte sanitaire. C'est un message politique, vous êtes remplaçable. Dans ce système, le petit élevage est vu comme un problème, trop humain, trop enraciné, trop autonome. Alors on le sacrifie au nom du bien commun. Mais posez-vous la question, un bien commun qui détruit ceux qui nourrissent la nation, est-ce encore un bien commun? Partout où cette méthode a été appliquée, d'abord la peur, ensuite la destruction locale, puis la centralisation. Le résultat a toujours été le même. Dépendance alimentaire, explosion des prix, perte de souveraineté. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait historique. Ne vous laissez pas piéger par un faux choix. La santé ou les paysans, c'est un mensonge. Un État sérieux peut protéger la santé sans détruire son agriculteur. Quand il ne le fait pas, c'est qu'il poursuit un autre objectif. Dans la prochaine partie, je dirai à qui profite réellement la destruction de l'élevage local. Je montrerai pourquoi les petits disparaissent, pourquoi les grandes structures gagnent et comment le contrôle alimentaire se met en place sans vote. Peuple éveillé, citoyens qui refusent les illusions, il est temps de poser la question que beaucoup évitent. À qui profite réellement la destruction de l'élevage local? Parce que dans ce monde, quand certains perdent tout, d'autres gagnent toujours quelque chose. Chaque fois qu'un petit paysan ferme, une ferme familiale disparaît, un troupeau est abattu, le vide ne reste jamais longtemps. Il est rempli par de grandes structures, par des groupes industriels, par des circulants impersonnels. La disparition du petit n'est pas une perte pour le système, c'est une opportunité. Un pays avec 1000 petits producteurs indépendants est difficile à contrôler. Un pays avec 10 grands fournisseurs centralisés est facile à gérer, facile à réguler, facile à surveiller, facile à orienter. Voilà la vérité. La centralisation alimentaire est un rêve de pouvoir. Quand la nourriture vient du paysan que tu connais, tu as un lien humain. Tu peux poser des questions, tu peux comparer, tu peux refuser. Quand elle vient d'un système lointain, tu n'as plus de choix. Tu as des étiquettes, des décisions prises ailleurs, des prix imposés. Ticket, moins de paysans, moins de liberté. On vous dit que les normes sont les mêmes pour tous. C'est faux. Les grandes structures ont des juristes des services administratifs, des marges. Le petit paysan a ses mains, sa terre, sa famille. Quand on empile les règles, on ne protège pas la santé. On élimine les plus fragiles. La crise sanitaire devient alors un accélérateur. Ce qui aurait pris 10 ans se fait en quelques mois. Des troupeaux disparaissent, des dettes explosent, des vocations meurent. Et pendant ce temps, les grandes chaînes se renforcent. Les importations augmentent. Le pouvoir se concentre. Ce modèle a déjà existé ailleurs. On l'a vu en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l'Est. Toujours le même scénario. Fragiliser le local, imposer des règles inadaptées, utiliser une crise centralisée. La France n'est pas une exception. Elle est une étape. Ne croyez pas que cela ne vous concerne pas parce que vous vivez en ville. Quand les paysans disparaissent, le prix monte, la qualité baisse,
le choix disparaît. Et un jour, vous comprendrez que vous avez perdu quelque chose que vous ne pourrez plus racheter. On vous dit, c'est temporaire, c'est pour votre bien. Mais jamais on ne vous dit qui décide, qui contrôle, qui profite. Le silence est stratégique. Dans la prochaine partie, je parlerai de souveraineté alimentaire. Je montrerai pourquoi un peuple qui ne nourrit plus lui-même devient dépendant. Comment la perte agricole mène à la perte politique. Et pourquoi ces combats dépassent la France. Peuple conscient, citoyens qui refusent d'être dépendants sans l'avoir choisi. Il est temps de dire une vérité simple, une vérité que l'on cache derrière des mots compliqués. Un peuple qui ne contrôle plus sa nourriture, ne contrôle plus son destin. On parle souvent de souveraineté politique, militaire, économique, mais la première souveraineté, la plus fondamentale, c'est la souveraineté alimentaire. Avant de voter, avant de manifester, avant même de parler, il faut manger. Celui qui contrôle la nourriture n'a pas besoin de contrôler le reste. Regardez l'histoire. Chaque pays qui a perdu sa capacité à nourrir son peuple a perdu sa capacité à décider librement. Parce qu'un pays dépendant importe à n'importe quel prix, accepte n'importe quelle condition, ou subit n'importe quelle pression. La dépendance alimentaire est une arme silencieuse. L'élevage local, ce n'est pas du folklore rural, ce n'est pas du passé, c'est une sécurité, une stabilité, ou une dépendance, une indépendance. Quand on détruit les troupeaux, quand on décourage les éleveurs, quand on remplace le local par l'importé, on fragilise volontairement la nation. On vous dit, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours à manger. Mais à quel prix? Avec quelle qualité? Sous quelles conditions? L'abondance contrôlée n'est pas la liberté. C'est une dépendance déguisée. En Afrique, nous avons appris une leçon dure. Quand on nous a fait abandonner nos agricultures locales, on nous a promis la modernité, l'efficacité, le progrès. Résultat, importation massive, vulnérabilité, perte de contrôle. Ce que la France vit aujourd'hui, d'autres l'ont déjà vécu hier. Ce discours n'est pas une attaque contre la France. C'est un avertissement. Les paysans français ne sont pas un problème à régler. Ils sont une solution à protéger. Un pays qui protège ses paysans protège son peuple. La mission d'un État n'est pas de casser ceux qui produisent, de centraliser à l'extrême, de gouverner par la peur. Sa mission est de garantir l'équilibre, de protéger les plus exposés, de penser le long terme. Un État qui oublie cela prépare sa propre fragilité. On ne négocie pas le droit de produire, le droit de nourrir, le droit de transmettre. Quand un peuple accepte de perdre cela, il perd plus que des fermes. Il perd son avenir. Dans la prochaine partie, je parlerai des conséquences concrètes pour les citoyens. Je montrerai pourquoi les prix montent, pourquoi la qualité baisse, pourquoi tout cela n'est que le début. Peuple lucide, citoyens qui commencent à sentir le poids de ces décisions dans leur quotidien. Il faut maintenant parler des conséquences réelles. Pas de discours officiels, pas de promesses. Quand les paysans disparaissent, quand les troupeaux sont abattus, quand la production locale recule, les prix ne montent pas par magie. Ils montent parce que l'offre diminue, la dépendance augmente. La concurrence disparaît. Moins de producteurs, plus de pouvoir pour ceux qui restent. Et ce pouvoir, ce n'est pas le citoyen qui l'a. Quand l'élevage est local, le citoyen peut choisir le producteur, la méthode, la traçabilité. Quand l'alimentation devient industrielle et centralisée, le choix disparaît. On mange ce qu'on nous donne.
On fait confiance à des étiquettes. On s'habitue à une qualité qui baisse lentement, jusqu'à ce que cela devienne la norme. La perte du paysan, c'est aussi la perte du goût, de la diversité, de la transparence. Un citoyen qui dépend d'un système centralisé pour se nourrir est un citoyen vulnérable. Parce que demain, le prix peut doubler, le produit peut disparaître, la condition peut changer et il n'y aura plus d'alternative locale. La dépendance alimentaire, c'est une forme de captivité moderne. Quand les campagnes se vident, les villages disparaissent, les services ferment, la cohésion sociale s'effondre et ce vide se répercute sur les villes. Pression sur le logement, déséquilibres économiques, tensions sociales. La destruction rurale n'est jamais confinée à la campagne. Elle finit toujours par toucher tout le pays. Ce sont des paysans ruinés, des prix en hausse, une qualité en baisse. Quand les résultats contredisent les promesses, ce n'est plus une erreur. C'est un choix. Il paye par ses impôts pour financer des politiques inefficaces par son panier, chaque jour un peu plus cher. Et pendant ce temps, les décisions continuent sans remise en question réelle. Le peuple paye, mais ne décide pas. Ne vous trompez pas. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. Si cette logique continue, la dépendance augmentera. Les marges se concentreront. Le citoyen perdra encore plus de contrôle. Ce qui est perdu aujourd'hui sera impossible à reconstruire demain. Dans la prochaine et dernière partie, je parlerai de responsabilité et de choix. Je dirai ce que les peuples doivent refuser, ce qu'ils doivent exiger, et pourquoi il n'est pas encore trop tard. Peuple debout, citoyens qui sentent que quelque chose de fondamental est en train de leur échapper. Nous arrivons au moment de vérité, parce qu'après l'analyse, après les constats, vient toujours la question essentielle. Qu'allons-nous accepter et qu'allons-nous refuser? Ne vous trompez pas, ce combat n'est pas seulement celui des paysans. Ce combat n'est pas seulement celui des vaches abattues. C'est le combat du droit d'un peuple à se nourrir librement. Aujourd'hui, on détruit l'élevage local. Demain, on imposera les sources uniques, les circuits fermés, le choix limité. Et on appellera cela normal. On a utilisé la maladie comme justification. On a utilisé l'urgence pour empêcher le débat. On a utilisé la technocratie pour étouffer la colère. Mais un peuple gouverné par la peur cesse de réfléchir à long terme. Et un peuple qui ne réfléchit plus accepte ce qu'il n'aurait jamais accepté en temps normal. Un gouvernement responsable protège la santé sans détruire les producteurs, accompagne au lieu de punir, équilibre au lieu de sacrifier. Quand un pouvoir choisit la destruction plutôt que la protection, ce n'est plus une erreur de gestion, c'est une faute historique. L'histoire regarde toujours et elle ne retient pas les communiqués, elle retient les conséquences. Détruire les paysans, abattre les troupeaux sous prétexte de maladie, centraliser l'alimentation, ce sont des décisions qui marquent une époque et qui engagent la responsabilité de ceux qui les prennent. Les peuples doivent refuser qu'on sacrifie les producteurs locaux, qu'on gouverne par la peur permanente, qu'on confie la souveraineté alimentaire. Ils doivent refuser l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'il y a toujours une alternative quand la volonté politique existe. Ils doivent exiger la protection réelle des paysans, des politiques sanitaires proportionnées et humaines, la transparence totale sur les décisions, le respect du monde rural. Nourrir un peuple n'est pas un privilège. C'est une mission sacrée, mais avec gravité. Un peuple qui accepte qu'on détruise ceux qui le nourrissent, acceptera demain qu'on décide pour lui de ce qu'il mange, de ce qu'il paye, de ce qu'il mérite. La liberté ne disparaît jamais d'un coup. Elle disparaît par petites concessions. Il est encore temps de corriger, temps d'écouter, temps de protéger au lieu de casser.
Les paysans ne sont pas le problème, ils sont la solution. Et un peuple qui défend ceux qui le nourrissent, défend sa dignité, son avenir et sa liberté. Peuple éveillé, citoyens conscients que chaque décision agricole touche votre assiette. Il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas de constater. Il est temps de réagir avec intelligence et détermination. Ne pensez pas que ce combat est seulement celui des campagnes. Il concerne tout le monde. Les citadins qui achètent chaque jour, les familles qui veulent se nourrir sainement, les jeunes qui espèrent un avenir stable. Quand les paysans s'effondrent, tout le tissu social s'affaiblit. Regardez ce qui se passe. Les fermes disparaissent, les villages se vident. Les importations augmentent drômi. Le contrôle alimentaire se concentre et pourtant beaucoup restent silencieux. Beaucoup croient encore que ce n'est pas leur problème. Traoré dit, c'est votre problème. Parce que ce qui touche les paysans touche tout le monde. Réagir ne veut pas dire violence. Réagir ne veut pas dire chaos. Réagir, c'est s'informer, partager la vérité, soutenir les producteurs locaux, exiger des décisions justes et transparentes, refuser la centralisation abusive. La conscience collective est plus puissante que la peur imposée par les gouvernements. Un peuple éveillé peut renverser les tendances destructrices. Un peuple vigilant peut protéger ses terres, sa liberté alimentaire. Chaque acte de soutien local, chaque parole de vérité partagée, chaque dénonciation de l'injustice construit une résistance invisible mais réelle. Aux responsables politiques, chaque destruction de l'élevage est observée, chaque choix imposé est analysé, chaque erreur stratégique sera retenue. Un pays ne peut pas survivre en détruisant ceux qui le nourrissent. Les conséquences sont inévitables. Social, économique, politique. Peuple conscient, citoyens qui refusent de laisser les décisions destructrices s'imposer. Après avoir compris la menace, après avoir vu les conséquences, il est temps de parler d'action. Parce que savoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Chaque citoyen peut agir aujourd'hui, acheter local, direct chez le producteur, privilégier les marchés de proximité. Chaque euro dépensé localement est un vote pour l'indépendance alimentaire. Le gouvernement doit rendre des comptes sur les critères d'abattage, sur les indemnisations réelles, sur les contrôles et les décisions administratives. Le citoyen doit exiger que la santé publique ne soit pas un prétexte pour détruire l'élevage familial. Associations de soutien aux paysans, coopératives locales, groupes d'alerte citoyenne. Ces réseaux sont le filet de sécurité pour éviter que des familles soient anéanties sans recours. Partagez la vérité sur les réseaux, dans vos cercles, dans les médias indépendants. Un peuple informé est un peuple difficile à contrôler. Chaque message partagé est un pas vers le réveil collectif. Pétitions, lettres et courriels ciblés, mobilisation citoyenne visible mais pacifique. Les gouvernements ne peuvent ignorer une population qui se mobilise intelligemment. Le pouvoir appartient au peuple lorsqu'il sait s'organiser. Regardez ailleurs. Des communautés en Afrique et en Amérique latine ont protégé leurs producteurs locaux contre des multinationales et des décisions injustes. Des villages européens ont sauvé leur élevage grâce à la solidarité citoyenne et à la transparence. Si d'autres y arrivent, nous pouvons aussi le faire en France. Protéger l'élevage local, ce n'est pas seulement protéger les paysans, c'est protéger notre liberté, protéger notre indépendance alimentaire, protéger notre avenir. Chaque acte compte, chaque voix compte, chaque geste de solidarité est une résistance face à la centralisation et à la peur. Dans la prochaine partie, nous pourrons aborder l'importance de l'éducation citoyenne pour que la jeunesse comprenne ses enjeux. Comment impliquer les jeunes dans la protection des campagnes et de l'élevage. Renforcer le message de résistance pacifique mais déterminée. Jeunes citoyens, futurs paysans, futurs citoyens libres. Si nous voulons que ce combat survive, il doit passer entre vos mains. Parce qu'un peuple qui oublie sa jeunesse est un peuple condamné à répéter les erreurs du passé. Les jeunes doivent comprendre que la souveraineté alimentaire n'est pas un luxe, que chaque ferme familiale
est une arme contre la dépendance. Que soutenir l'élevage local, c'est défendre la liberté. Un jeune informé et conscient ne se laisse pas manipuler par la peur ou par des prétextes sanitaires. L'école, la famille, la communauté doivent transmettre la vérité sur la valeur de l'agriculture locale, sur le rôle des paysans dans la société, sur le danger de la centralisation alimentaire. Chaque citoyen formé dès maintenant est un défenseur potentiel du futur. Vous, jeunes, avez un rôle actif, acheter et promouvoir le local. Soutenir les initiatives agricoles responsables, dénoncer le gaspillage et les abus. Ce n'est pas seulement un acte économique, c'est un acte politique et moral. Les réseaux sociaux, les plateformes de partage, l'information indépendante, utilisez-les pour diffuser la vérité, utilisez-les pour protéger ceux qui produisent, utilisez-les pour construire une communauté consciente. Chaque message partagé, chaque vidéo vue, chaque article lu est un pas vers une jeunesse éveillée et responsable. Si les jeunes s'engagent, les politiques devront écouter. Si les jeunes agissent, les campagnes survivront. Si les jeunes comprennent, la liberté alimentaire ne sera pas sacrifiée demain. La jeunesse est la dernière ligne de défense contre la perte de contrôle et l'abandon des paysans. Rejoignez les coopératives et réseaux solidaires. Éduquez vos pairs. Ne laissez pas la peur guider vos choix. Chaque geste compte. Chaque voix compte. Chaque action pacifique renforce la résistance. Dans la prochaine partie, nous aborderons comment les citoyens et paysans peuvent s'unir pour créer un modèle durable. Comment protéger la nourriture et l'indépendance collective. Renforcer le message pour mobilisation globale. Peuples éveillés, citoyens qui refusent la fatalité, il est temps de passer du constat à l'action concrète. Parce que comprendre les dangers ne suffit plus. Il faut créer des solutions réelles. Seul un paysan est vulnérable. Seul un citoyen est limité. Mais ensemble, citoyens et paysans, consommateurs et producteurs, ruraux et urbains, forment un bloc de résistance solide. L'union est le bouclier contre la centralisation et l'injustice. Production locale protégée. Chaque ferme familiale doit être soutenue. Chaque troupeau préservé. Chaque filière courte encouragée. Autonomie alimentaire collective. Éviter la dépendance totale aux grandes structures. Créer des circuits alternatifs fiables. Préparer le futur contre les crises et les manipulations. Participation citoyenne active. S'informer, partager, soutenir. Éduquer les jeunes et mobiliser la société. Créer un lien fort entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Chaque acte solidaire. Acheter local. Défendre un producteur injustement traité. Dénoncer une décision arbitraire. Renforce ce modèle durable. La survie des campagnes devient alors l'affaire de tous, pas seulement des paysans. Lorsque le peuple et les paysans s'unissent, les pressions sur les gouvernements deviennent tangibles. Les politiques abusives peuvent être contestées efficacement. La souveraineté alimentaire retrouve sa place. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la responsabilité citoyenne. Protéger l'élevage local, c'est protéger la liberté, protéger la santé économique du pays, protéger l'avenir des générations à venir. Un peuple uni avec ses producteurs est invincible face à la centralisation et la peur.